Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un de mes films de Hong Kong préférés et un de mes polars aussi de Hong Kong préférés et un de mes Brandon Lee préférés. Évidemment, vous avez trouvé puisqu'il s'agit de Legacy of Rage, alias Légitime Vengeance, alias L'héritier de la violence. En français, il est sorti sous deux titres, sous deux appellations, qui est pour moi voilà un peu une espèce de résumé de plein de trucs que j'aime bien malgré tous ses défauts, puisque je suis évidemment conscient de tous les défauts du film. Moi personnellement j'adore le réalisateur Ronnie Yu, hein, c'est un de mes réalisateurs hongkongais préférés, hein, je l'ai souvent dit il me semble, et voilà, c'est un réalisateur que j'adore. Il a pas fait que des œuvres, il a une carrière très inégale, il a pas fait que des chefs-d'œuvre. Il y a plein de trucs qui sont pas bien, pas ouf. Même Legacy of Rage, concrètement, objectivement, est peut-être pas son œuvre la meilleure et la plus flamboyante, etc. C'était encore une période où il débutait le cinéma, hein, c'était les années 80. C'est pas dans les années 80 où il a forcément fait ses meilleurs films, même si moi je suis un très très grand fan de The Savior. Le polar, je crois que c'est un de ses premiers films, ou en tout cas un de ses premiers polars, de toute cette formidable vague de polars du début des années 80. Donc moi je trouve The Savior exceptionnel. Et puis évidemment, j'ai une admiration sans borne pour Le Maître d'Armes, hein, qui est son dernier chef-d'œuvre, hein, son dernier baroud d'honneur, puisqu'après il a fait très peu de films, là, il a arrêté sa carrière il y a pas longtemps. Enfin, pardon, il y a très longtemps. Donc Le Maître d'Armes, c'est un chef-d'œuvre absolu du cinéma de kung-fu. Il s'est lié à la fois à la puissance de cinématographique de Ronnie Yu, au génie de Yuen Woo-ping dans les chorégraphies, à l'aura et à la production de Jet Li. C'est vraiment un film c'est une alliance parfaite entre trois génies. Donc vraiment, Le Maître d'Armes, c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc il a quand même signé, voilà, The Savior, polar incroyable, Le Maître d'Armes, évidemment. The Bride with White Hair, donc qui est un chef-d'œuvre du Wuxiapian, qui est hyper beau, qui est magnifique, qui est sublime, tout ce que vous voulez. On peut même en rajouter une couche avec son Phantom Lover, le film d'opéra qui était sorti chez nous d'ailleurs, chez HK Vidéo, avec encore Leslie Chung, qui est aussi formidable visuellement. Enfin, c'est incroyable. Et après, c'est vrai que moi, il y a plein de films intéressants que j'aime en dehors de ça, parce que là, j'ai vraiment cité vraiment les piliers de sa filmo et ceux que je préfère. Et après, il y a des films très cool, par exemple comme SOS Maison Hantée, moi que j'aime beaucoup, avec des idées visuelles. Alors visuellement, c'est vrai que Ronnie Yu, c'est vraiment le réalisateur le plus américain enfin c'est le plus américain des réalisateurs hongkongais. C'est vraiment celui qui a la patte la plus américaine de tous. Et quand des fois je parle de dialectique en termes de ce que Hong Kong était à une certaine époque, c'est-à-dire cette synthèse finalement entre le génie chinois et le génie occidental d'un point de vue cinématographique, ben je trouve que Ronnie Yu, il incarne vraiment ça dans ses films. Il incarne cette synthèse, cette dialectique, dans le sens où c'est un cinéaste chinois, donc de Hong Kong, mais qui en même temps son cinéma est vraiment pétri de références visuelles, je trouve, très 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 américaines ou très 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 occidentales, mais en tout cas il y a un sens de l'esthétique, il y a un sens du cadrage et de la manière de faire qui est très 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 proche, je trouve, en tout cas quand je vois les films, il y a une facture très américaine à l'intérieur, en tout cas très occidentale. Donc voilà, c'est assez particulier. Il y a évidemment tout un tas il y a des dizaines de réalisateurs où je retrouve ça, mais beaucoup plus particulièrement chez lui. Et ce que je trouve d'intéressant justement dans Legacy of Rage, dans l'héritier de la violence, c'est que c'est un film aussi qui dialectise un peu qui synthétise pas mal de trucs, parce que finalement c'est la rencontre entre ce réalisateur hongkongais très américanisé et un acteur américain en fait qui va mettre qui va mettre en scène et qui va être qui va être la vedette en fait d'un réalisateur d'un film hongkongais, pardon, très américain. Donc c'est un acteur américain, c'est Brandon Lee, parce que en fait Brandon Lee, c'est donc le fils de Bruce Lee, n'est pas un réalisateur chinois à proprement parler. Il est donc, son père était Bruce Lee. Je pense qu'il parlait le cantonais. Il a dû passer une certaine partie de sa vie à Hong Kong, quelques années, voilà, pendant le succès de son père, mais très rapidement, voilà, c'est quelqu'un qui est retourné aux États-Unis. Il a effectivement grandi aux États-Unis. Et pour moi, Brandon Lee, en fait, ça a toujours été un acteur américain. Ça a jamais été un acteur chinois. Il y a cette expérience là de film chinois qu'il a fait à un moment donné. Alors, je sais plus exactement comment ça s'est fait.
Je crois que c'était donc le film est produit par DNB, donc de Dixon Poon et John Chum, et je crois que c'était eux qui avaient appelé, ils avaient le contact de sa mère Linda Lee et qu'ils avaient appelé, donc ils voulaient faire un film. En fait, ils cherchaient quelqu'un à l'époque pour incarner ce personnage. C'était pas le film a pas forcément été fait pour lui, en fait, je crois, à la base. C'est vraiment, ils cherchaient un talent et puis ils ont eu l'idée comme ça de faire ça. Mais ça serait intéressant de creuser, de voir exactement comment le projet s'est fait. Parce que pareil, moi j'ai aussi entendu parler que sur le tournage, apparemment ça se serait assez mal passé entre Ron Yu et Brandon Lee, que en même temps, voilà, c'est vraiment deux visions différentes, parce que même si Ron Yu était très américanisé, ça restait quand même un Chinois de Hong Kong, et je pense que c'est deux méthodologies de travail d'un point de vue cinéma qui étaient très différentes, hein. Hong Kong et les États-Unis, c'est pas du tout pareil, et que Brandon Lee, en plus de ça, ne voulait pas, donc il a accepté le rôle, je pense, par expérience, parce que c'était aussi son premier rôle, je crois, dans un long métrage, même s'il avait fait quelques téléfilms, séries télé, et puis comment dire, je crois même je sais pas si c'était avant ou après le téléfilm Kung Fu, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, c'était un de ses premiers travaux, en tout cas. Il était très jeune, il avait 20 ans, donc il avait 21 ans, 22 ans, je sais plus, hein, j'ai plus exactement l'âge, mais en tout cas, il était très très jeune, donc très très jeune pour le rôle, et franchement, par rapport à sa jeunesse et par rapport au contexte de Hong Kong et ce que lui voulait amener et tout, enfin, il fait une prestation vraiment remarquable, hein, moi je trouve, hein, je le trouve, malgré son jeune âge. Alors, effectivement, il n'est pas forcément crédible dans le rôle, dans ce rôle de prolo chinois qui ensuite se retrouve en prison, puis part se venger à la fin. Il n'est pas forcément très crédible, c'est vrai, dans le rôle, mais cela dit, c'est intéressant de le voir jouer ce type de... Moi j'adore déjà les personnages de prolo qui prennent les armes à la fin, ça me fait kiffer, et qui subissent en plus une injustice, quoi. Le scénar fait penser à plein de films qu'on a déjà vus, et il y a quand même une prise de risque de manière de vouloir prouver des choses quand même à son jeune âge. Et pour un premier rôle, moi franchement, je trouve qu'il s'en sort bien. Alors moi, c'est vraiment mon Brandon Lee préféré de toute sa filmo, hein. Je suis pas un aficionados absolu. Objectivement, son meilleur film, c'est The Crow, mais moi, c'est pas forcément le film qui me parle le plus en termes d'univers, en termes de tout ça. C'est son film le plus abouti, parce que c'est là où il s'est investi le plus, etc. Machin. Entre The Crow et L'héritier de la violence, évidemment, il y a un gouffre, puisqu'il y a des années qui les séparent, il y a une expérience de travail qui était pas la même, il fait ses débuts, c'est Hong Kong et les États-Unis, voilà, ça n'a rien à voir. J'ai une admiration sans borne pour des films comme dans Les Griffes du Dragon Rouge et Rapid Fire, mais objectivement, c'est pas des chefs-d'œuvre, ça reste des séries B tout à fait sympathiques que moi j'adore, mais voilà. Donc pour moi, L'héritier de la violence, c'est forcément mon préféré, étant fan de cinéma de Hong Kong, étant fan de polar HK, étant fan de films d'action hongkongais, c'est automatiquement mon préféré. Donc, apparemment, Brandon Lee déjà avait pas une haute estime du cinéma de Hong Kong, hein, moi j'ai vu quelques interviews de lui où il parlait un petit peu de la manière dont il avait abordé le rôle et le cinéma de Hong Kong. C'était pas forcément une industrie où il voulait travailler. Je pense que ça l'a jamais vraiment intéressé de bosser dans cette industrie-là. Il a essayé quelque chose, je pense qu'on lui a proposé, et puis il a accepté pour se prouver aussi, pour commencer par quelque chose, etc. Il va faire quelques années plus tard un très 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 mauvais film que j'aime beaucoup, peut-être son pire film, c'est Laser Mission, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, hein, mais qui est un film avec lequel j'ai grandi. C'est un des nanars avec lesquels j'ai grandi, qui est vraiment pas terrible, mais où encore une fois c'est un peu son premier rôle. Alors là, c'est vraiment son premier film américain, même si c'est une espèce de coprod entre les États-Unis, l'Allemagne, je crois, puis je sais plus quel pays d'Afrique. Enfin, c'est tourné en Afrique. Enfin, c'est une catastrophe. Enfin, c'est un espèce de ressucé de James Bond, de Commando, de plein de trucs qu'on l'a déjà vu, mais c'est objectivement pas terrible. Il est beaucoup trop jeune pour le rôle, puisqu'il est censé incarner un agent secret un petit peu comme ça, qui s'infiltre dans un truc, et il est beaucoup trop jeune pour le rôle. Voilà, donc à chaque fois un peu jeune pour les rôles qu'il aborde, mais en même temps, Brandon Lee, fils de Bruce Lee, donc il essaye de faire des trucs. Et puis ce qui est intéressant, donc du coup je reviens sur l'héritier de la violence, c'est qu'il disait dans les interviews, bon, qu'il avait pas une haute estime du cinéma de Hong Kong, enfin qu'il trouvait en tout cas que les Hongkongais étaient les seigneurs et les maîtres de l'action, mais qu'en termes de scénario, de narration, machin, il l'a dit, hein, je l'ai vu dans une interview où il le disait, dans un documentaire, et effectivement il disait que voilà, niveau histoire, niveau scénar, niveau jeu d'acteur, etc., c'était pas ça. Mais c'est un peu ce que son père disait aussi à une certaine époque, quelque part. Et donc, bah, ça c'était vraiment son parti pris quand il a abordé ça. Et il voulait aussi vraiment se dégager de l'image de son père. C'est vraiment quelqu'un qui, Brandon Lee, ne voulait pas forcément réussir
dans le genre de l'action, en fait. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui voulait devenir acteur et qui voulait se prouver à lui et qui voulait prouver au monde qu'il était un bon acteur et en fait, son objectif c'était de devenir un grand acteur. C'était pas forcément de devenir une star de l'action. Et malgré le fait qu'il ait eu le temps de faire que ça, malheureusement. Et d'ailleurs, ça se voit parce que même si c'est parfois très fragile dans ses interprétations, il donne toujours un jeu intéressant. Il essaie toujours de pousser son jeu. C'est vraiment, si on observe son jeu dans L'héritier de la violence, il est pas crédible pour le rôle, certes. Il est un petit peu, il est pas dans son cadre naturel puisque c'est un acteur américain qui en plus il joue en cantonais, donc c'est plutôt louable. Il joue dans une langue qui n'est pas forcément la sienne. Il la parle, je pense, un peu couramment, mais c'est pas sa langue maternelle en fait. C'est une langue qu'il a dû apprendre un peu après et qui peut-être qu'il met. En tout cas, voilà, c'est pas son milieu naturel et je trouve que malgré tout, il réussit super bien. Alors, il réussit aussi, encore comme je l'ai dit, dans un film qui est effectivement moulé un petit peu qui a une espèce de figure de cinéma, de morphologie de cinéma américain. Donc, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais donc, il voulait pas faire de kung-fu. Il voulait pas marcher sur les traces de son père, donc il a accepté ce rôle-là, je pense parce que c'était très différent. Et il faut vraiment pas voir le film comme un film d'arts martiaux ou un film de baston. C'est absolument pas ça. C'est un film d'action, c'est un polar, c'est un heroic bloodshed. Ça n'est absolument pas il va mettre quelques coups de pied, quelques coups de poing. Encore une fois, Brandon Lee n'était pas forcément un pratiquant. Les arts martiaux n'étaient pas vraiment au cœur de sa vie, contrairement à son père. Les arts martiaux étaient une espèce de choses dans laquelle il a grandi et qui était un petit peu naturel. Tout le monde s'entraînait autour de lui, il s'entraînait avec son père, il a continué à s'entraîner après, mais un peu par automatisme, comme quelqu'un qui grandit dans une famille catholique et puis après qui pratique pas forcément sa religion, mais c'est toujours un petit peu là, les arts martiaux ne sont pas au cœur de sa vie et il le prouve dans ce film. Et même s'il va utiliser les arts martiaux après dans d'autres films, c'est pas forcément le cœur en fait de son envie de cinéma. Et donc on va retrouver dans le film quelques petits passages. Alors quand on est préparé moi j'étais préparé justement, j'avais déjà vu à l'époque ces interviews avant de voir le film, etc. Donc j'étais préparé à ce que le film était. J'avais vu des extraits, des machins. Je savais que c'était pas un film d'arts martiaux. Je savais qu'il y avait pas de baston. Et je savais, voilà, ça m'a pas perturbé. Je savais que j'allais voir un polar et un drame et etc. Donc ça m'a pas perturbé. Par contre, c'est vrai que ça peut décevoir certains, le fait qu'effectivement on est à Hong Kong, on est avec Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, il sait se battre et on l'utilise pas. Il y a même un espèce de scène au milieu du film, enfin pas au milieu, dans la fin du premier acte. À la fin du premier acte, il y a une espèce enfin non, au milieu du premier acte, enfin je sais plus exactement. Il y a une espèce de scène qui fait résonance à Bruce Lee puisqu'en fait on retrouve une espèce de petite baston mais très 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 courte. Je pense que c'est plus un petit clin d'œil à son père qu'autre chose. En fait il y a une espèce de minuscule baston mais de 2 secondes entre Bolo Young et Brandon Lee. Et je pense que c'est vraiment le fait de dire voilà, je suis comme mon père, mais je suis pas, donc je remets Bolo Young un peu dans le rôle, mais en même temps je suis pas comme mon père parce que je veux pas que ça dure très longtemps. Alors après, on peut aussi voir la chose d'une autre manière, c'est-à-dire que on peut aussi dire qu'il est dans la trace de Bruce Lee, de son père, dans le sens où les bastons de Bruce Lee ne sont pas très longues. Il donne des crochets, il donne des coups très rapidement. On est à l'opposé complet de tous ceux qui vont arriver après, comme les Jackie Chan, les Liu Chiang, etc., l'Opéra de Pékin, les combats qui sont longs, très chorégraphiés, etc. Là, on est dans quelque chose de plus sec, de plus direct. Donc de ce point de vue-là, il est plutôt sur les traces de son père. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le côté, la déception ou la frustration que peuvent avoir certains par rapport à l'héritage de son père, mais justement lui il voulait vraiment la casser, il voulait casser ce truc là, donc c'est vraiment fait exprès. Il va utiliser ses points à 2-3 moments dans le film, moi que je trouve super personnellement, parce que en fait comme je ne m'attends pas à regarder un film d'arts martiaux et que malgré tout il distribue quelques patates, en plus je les trouve très bien chorégraphié parce que c'est très percutant. Il y a une manière, enfin ça dure 3 secondes, mais je trouve que la caméra est toujours bien placée, le montage, la rythmique est très très bien. C'est ces petits moments. Mais effectivement, c'est si on s'attend pas à avoir un film de kung-fu, si on s'attend à avoir un polar avec quelques petits moments comme ça, c'est sympa. Si on s'attend à avoir un film de kung-fu, ou un film de baston, c'est pas exceptionnel. Après,
Ce qui est très, alors les défauts effectivement, c'est que le film parfois est très, ça peut faire penser à une espèce de téléfilm un peu à l'eau de rose, avec des acteurs beaucoup trop jeunes pour les rôles. Hein. C'est vrai que le Brandon Lee, Michael Wong dans les rôles principaux et sa copine dont j'ai oublié le nom, Regina Kent, je crois, qui est décédée, je crois, il me semble, c'est une actrice qui est décédée il y a un petit moment déjà, et ils sont un peu jeunes, etc. Donc ils ont du mal à crédibiliser les rôles. Il y a un petit côté comme ça, un peu à l'eau de rose, un peu kitsch, un peu niais même par moment et pas toujours crédible, une musique un peu, voilà, un peu kitsch et tout, mais ça fait aussi partie, moi ça me choque pas parce que j'aime bien aussi ce type de film hongkongais des années 80 qui s'inscrit dans voilà, le film est très années 80 quoi. Donc c'est vraiment avec tous les défauts et toutes les qualités des années 80. Donc je comprends que ça puisse en déstabiliser certains. Moi personnellement, j'adore la musique, le style, l'ambiance 80s, voilà, j'adore ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le film est divisé en 3 parties, acte 1, acte 2, acte 3 comme souvent, mais là l'acte 1 c'est vraiment une espèce de, voilà, là on est vraiment dans on est presque dans une peinture un peu sociale, sur fond de films un peu romantiques, de teenage movie presque un peu, parce qu'on retrouve 3 jeunes en fait de 20 ans à peine sortis de l'école qui doivent se forger une vie. D'ailleurs j'aime bien moi les thèmes du film parce que c'est vraiment des thèmes, on parle de la jeunesse, on parle de la prise de position, de la maturité, de la, comment expliquer, d'assumer les conséquences aussi de la vie, voilà, c'est vraiment, il y a des thèmes vraiment intéressants je trouve dans le film. Donc il y a ce premier acte qui fait un peu teenage movie, et des jeunes un peu sortis de l'école qui vont être poussés dans un univers de violence et d'injustice. Donc la deuxième partie qui est vraiment, alors là qui est un film de prison, qui est vraiment un film de prison puisque le personnage de Brandon Lee se retrouve en tôle après une injustice, et donc là on est dans un film de prison quoi. Donc c'est encore un autre genre. Et la troisième partie, là, on est dans le Heroic Bloodshed pur, avec la vengeance du héros, les gunfights, alors qui n'ont pas la maestria des films de John Woo. Le film de Better Tomorrow venait juste de sortir, je crois. Donc, en tout cas, il en est fortement inspiré. Hein. On retrouve vraiment une inspiration Heroic Bloodshed, Better Tomorrow. Je dis pas de conneries, je pense, en disant qu'il est sorti un peu après. J'espère ne pas me tromper. Donc, moi, c'est un film que, voilà, je vous ai dépeint plein d'éléments qui font que moi je l'aime beaucoup. Encore une fois, il a plein de défauts. Mais entre l'aréal de Ronnie Yu, l'implication de Brandon Lee, vraiment, dans toutes les scènes, même s'il est pas forcément crédible dans le personnage, dans toutes les scènes, il essaye d'interpréter tout un tas de sentiments, tout un tas d'émotions, qui sont certes un peu outrancières par moments, mais en tout cas, on sent qu'il a envie d'amener quelque chose à son jeu. Quand il pleure, il le fait vraiment. Quand il est énervé, il le fait vraiment. Il y a notamment plein de moments où son personnage explose. Il y a une explosion comme ça, il va fracasser un mur, il va fracasser une vitre, il va mettre un coup de pied dans une chaise, dans un truc, et c'est fulgurant et c'est super bien interprété et super bien mis en scène. Alors c'est pas de la maestria, on n'est pas à des niveaux de ce que a pu faire Ronnie Yu après, mais en termes de sécheresse, en termes de brutalité, d'énergie, on est vraiment dans un truc intéressant. Et il a vraiment bien utilisé l'acteur qui est Brandon Lee pour ce type de film. Donc moi j'adore les fulgurances. J'adore voilà l'ambiance, la musique, la fin là dans les nouveaux territoires où l'espèce d'énorme alors c'est quand même assez court, c'est vrai que c'est un peu frustrant la fin, c'est assez court au niveau de l'action, la course poursuite en bagnole où il se flingue à tout va et des explosions, on aurait voulu en voir un petit peu plus en fait, c'est un petit peu dommage, mais je le trouve quand même super cool. Brandon Lee en mode Heroic Bloodshed à Hong Kong qui défouraille des triades, enfin c'est fabuleux quoi, c'est un rêve. Alors moi faut aussi dire que je suis aussi fan du film parce que je suis fan de Brandon Lee, et donc je suis pas hyper objectif aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour moi il porte vraiment le film malgré sa jeunesse et malgré ses fragilités, et je le trouve exceptionnel, comme quand je vais voir un Van Damme ou quand je vais voir un Bruce Lee ou quand je vais voir un Jackie Chan. Des fois les films sont pas forcément toujours top, mais je suis tellement attaché à l'acteur et au personnage qu'en fait ça remporte tout. Donc là
il y a quand même un super réal, il y a des super acteurs aussi, hein, j'ai pas cité tous les acteurs, il y a Michael Chan, il y a même Ronnie Yu, il y a même Kirk Wong qui joue des rôles cool, il y a Ku Feng, il y a Mantat, il y a plein d'acteurs, vraiment il y a plein d'acteurs qui font même des petites apparitions, mais qui sont très très cool. Et effectivement, bon bah voilà, moi c'est vraiment mon film culte de Ronnie Yu, de Brandon Lee, du Hong Kong des années 80. Voilà, il fait partie pour moi de mes meilleurs polars des années 80, malgré, encore une fois, je l'ai dit, tous les défauts, et je peux vraiment comprendre qu'il y ait des gens avec qui ça passe pas. Mais moi, en tout cas, perso, d'un point de vue émotionnel et tout, ça passe vraiment. Pour finir, petit mot quand même sur le chorégraphe du film, Meng Hoi, qui nous a quittés euh, il y a quelques semaines. Énorme perte pour le cinéma de Hong Kong, hein. Je tenais quand même à lui rendre hommage. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'on va consacrer une émission entière dans le Raging Fire Club, donc consacrée à Meng Hoi. Donc on va revenir beaucoup plus en détail sur sa carrière et sur tout ce qu'il a fait dans le cinéma de Hong Kong dans les années 70, 80, 90. Donc vous inquiétez pas, on va revenir parce que on vient quand même de perdre un grand monsieur du cinéma de Hong Kong dans le registre de l'action principalement. Voilà, donc Meng Hoi, issu de l'opéra de Pékin, chez Fan Foc Fa, co-disciple de Lam Shing, de Xing Xiu, de Xing Xiu Tung, de Shin Kar-lok, pardon, de Sharon Young Pan Pan, de Chung Fat, etc., de Tung Wei, donc l'autre grande école d'opéra de Pékin qui ont fait le cinéma de Hong Kong des années 80-90, qui a ensuite travaillé chez Sammo, qui avait rencontré Bruce Lee en étant d'abord enfant acteur, puis qui a ensuite travaillé pour Sammo, puis aussi pour Tsui Hark. Il a réalisé quand même, enfin il a co-chorégraphié quand même Zhu, les guerriers de la montagne magique, puisque c'était le bras droit de Corey Yun. C'était le bras droit de Corey Yun au départ. Ils ont fait She Shot Straight, ils ont fait donc Zhu, ils ont fait Yes Madame. D'ailleurs, Meng Hoi est aussi un acteur, hein. D'ailleurs, dans Legacy of Rage, c'est le sidekicks de Brandon Lee. Donc il fait toujours les sidekicks dans tous ses films. C'est vraiment le grand sidekicks, le grand pote du héros dans tous les films, le pote de Jackie Chan dans First Mission, le pote de Yuen Biao dans Zhu, le pote de Brandon Lee dans Legacy of Rage, le pote de Sammo dans Pedicab Driver, le pote de Sammo dans L'Exorciste chinois 2. J'en passe des meilleurs. Il a eu des très bons rôles, mais il jouait toujours un peu les mêmes types de personnages. Il avait un regard très enfantin, un visage très enfantin, donc du coup il avait toujours un peu benet, un peu enfantin. Il incarnait vraiment toujours ce type de perso, mais derrière et puis il était aussi le sidekick de Tsui Hark et John Cham dans Yes Madame aussi. Donc voilà, acteur sympathique, mais toujours un peu second rôle comme ça de luxe, sidekicks, voilà, très cool. Et dans Legacy of Rage par exemple, parce qu'en fait oui voilà, il est acteur mais il est aussi chorégraphe, et il signe donc c'est lui qui fait les scènes d'action de Legacy of Rage, que moi je trouve très courte mais très 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 bien faite. Et d'ailleurs Meng Hoi, j'ai l'impression, parce qu'après il est passé à la réal, il a fait Blonde, Lady Reporter, et puis Tantana, qui sont des tentatives intéressantes de faire autre chose, d'essayer de faire autre chose, d'amener d'autres types de chorégraphie, de manière de filmer. Donc c'est plutôt intéressant, même si c'est pas toujours réussi. Et là, dans Legacy of Rage, dans l'héritier de la violence, il essaye des choses par moment, en termes de trucs hyper rapides, hyper secs, et des mouvements de caméra, des trucs qu'il essaye de faire, des petits ralentis, des trucs. C'est vraiment vraiment super cool. Voilà, donc c'est pas forcément le chorégraphe le plus incroyable et le plus impressionnant qui ait fait le cinéma de Hong Kong, mais c'est un grand monsieur qui vraiment qui pèse et qui comptait vraiment dans le cinéma de Hong Kong d'une certaine époque. Il était même apparu dans le Kung Fu Jungle dont on avait parlé dans notre spécial de Nien sur Raging Fire Club. Il était apparu, donc pour dire qu'il était quand même très 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 reconnu par le milieu, par le métier, par les gens qui font ce cinéma. C'était vraiment quelqu'un de très important, Meng Hoi. Il a essayé donc du coup de faire il a fait 2 films en tant que réalisateur. Il avait fait les chorégraphies, il avait aussi co-chorégraphié le film The Blade, hein, avec Tsui Hark à l'époque. Et donc il avait fait 2 films en tant que réalisateur qui ont été un petit peu dont un où ça a été un peu la brouille entre lui et Corey Yuen, parce que c'était vraiment le bras droit de Corey Yuen.
Et ils s'étaient rencontrés sur le tournage d'un film de kung-fu dans les fins 70, où du coup c'était d'ailleurs le premier rôle de Mengoy, puisque Mengoy a essayé de s'imposer à l'époque dans un film de kung-fu type Drunken Master. Hein, c'était un peu la mode à l'époque de reprendre toutes ces figures à la Jackie Chan. Hein, c'est Jackie Chan ou Sammo ou Yuen Biao qui avait un peu instauré ce type de personnage, ce type de héros un peu kung-fu comédie de la fin des années 70. Il y a eu plein de gens qui ont essayé d'en refaire, Tung Wei dans Les Deux Frères Justiciers, Mars, Yuen Biao dans Knockabout, etc. Et donc Meng Hoi dans ce film qui s'appelle Buddha Assassinator, où il affronte Wang Zhongli, etc., qui est un film très cool mais qui a pas marché, qui est un film de kung-fu très cool mais qui a pas marché, et qui et puis après ça, il va faire pratiquement que des seconds rôles ou œuvrer dans la chorégraphie. Et donc il va faire sa première réalisation, qui est Lady Reporter, puisque avec Cynthia Rothrock, puisque en fait à l'époque ils étaient en couple, hein, Cynthia Rothrock et Mengoy étaient ensemble, et donc il a dû penser faire le film pour elle, et il a voulu lui faire un film où là elle a vraiment le premier rôle, elle est vraiment au cœur du récit, alors que souvent Cynthia Rothrock était un petit peu en second avec d'autres acteurs hongkongais plus impressionnants. Elle était un peu le sidekick, ou alors elle partageait l'affiche. Là, elle est vraiment au cœur du récit, au centre. Elle est vraiment, c'est un de ses derniers films qu'elle a fait à Hong Kong, je crois, et elle est vraiment au centre du récit. Le film a plein de problèmes, on en parlera pendant l'émission, je pense, on en parlera longuement, et on va revenir sur les détails de comment ça a été fait, etc. Mais donc, ça a été compliqué pour Mengoy, puisque ça va être sa séparation avec Corey Yuen, puisqu'en fait il a fait son film, et donc le Blonde Fury, Lady Reporter, et le studio était pas très content du résultat, et ils ont demandé à Corey Yuen de retourner plein de scènes d'action, et Mengoy était pas content, et il y a eu une brouille entre les deux, et ils se sont séparés sur ça, alors qu'avant ils étaient partenaires sur plein de films. Voilà, donc c'était là, j'ai essayé de faire un portrait un peu rapide pour revenir un petit peu sur Mengoy, qui contribue quand même aussi à la qualité de Legacy of Rage, et qui est une figure qui nous a quittés, qui est hyper marquant, et qu'on se doit de réhabiliter, et on se doit d'en parler. Voilà, donc rendez-vous prochainement dans la prochaine émission sur lui. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus. J'ai été très long, je m'en excuse, je suis toujours très long, et vous savez que je digresse et que je freestyle dans tous les sens, donc c'est absolument n'importe quoi. Donc merci encore de supporter mes digressions infernales, hein. Je vous laisse là-dessus. Je vous conseille évidemment infiniment L'Héritier de la Violence si vous l'avez pas vu. Alors encore une fois, je vous mets en garde, c'est vraiment pour les fans de Brandon Lee, pour les fans de Ronnie Yu, pour les fans du cinéma de Hong Kong, et pour les fans de polar hongkongais un petit peu un petit peu brut de décoffrage, et et un petit peu imparfait des années 80, puisque vous verrez qu'il y a plein de trucs, encore une fois, propres au cinéma de Hong Kong. Il y a des trucs que vous verrez pas dans le cinéma de Hong Kong par moment, notamment par le jeu de Brandon Lee et par certains trucs de mise en scène de Ronnie Yu. Puis il y a des tics narratifs et des trucs qu'on a vu dans le film de Kung Fu le plus basique de la Terre, avec des personnages qui apparaissent et qui disparaissent, un peu comme ça. Enfin, vous verrez, c'était toute la folie, l'euphorie, la contradiction du cinéma de Hong Kong de l'époque, qui, je pense, se retrouve bien dans ce film. Mais en tout cas, moi, malgré tous ces défauts, ça remporte plutôt la mise. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en reparler, je pense, pendant l'émission qu'on va faire, et je serai content d'en parler avec mes collègues. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore de votre soutien, et ben, soyez des héros. Et bon.